Connaissance, recherche, sciences, des sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. À ma gauche, Stéphane Verger, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. À ma droite, Ramon Graes y Fabricat, un ami catalan. Donc, nous allons aujourd'hui parcourir un thème que j'ai intitulé de manière, un petit peu rapide, peut-être, relecture de la protohistoire ancienne. Je vais l'introduire en quelques mots. Comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, moi j'ai été formé aux lettres classiques. Et tout en ayant eu quelques petites expériences archéologiques dans ma jeunesse, pour des raisons que je ne développerai pas ici, c'est à l'école française de Rome que véritablement je me suis formé à l'archéologie. Puis j'ai eu la chance d'être nommé à Aix-en-Provence comme assistant, puis en arrivant au professorat. Et très tôt, puisque j'avais moins de 30 ans, j'ai été nommé directeur des antiquités d'une partie de cette région. Et j'ai très vite, avec évidemment ma formation de l'école française de Rome, adopté ou partagé les schémas qui étaient ceux qui étaient habituels dans le midi de la France. Avec Paul-Albert Février, un grand historien, nous avons tenté de former beaucoup d'étudiants auxquels sans doute nous avons inculqué ces cadres, c'est-à-dire une culture très hellénisante pour ce qui était les époques anciennes. Le pivot, c'était la création de Marseille. On parlait d'une époque archaïque, d'une époque classique, d'une époque hellénistique, après quoi venait la conquête de la Gaule romaine aux alentours des années 120. On parlait de république romaine, et puis on déclinait les empereurs ou les siècles. Alors, il faut bien voir qu'à l'époque, la grande force archéologique résidait pour l'essentiel dans le Midi, pour des raisons qui étaient des raisons en grande partie universitaires et puis en grande partie de culture. Le Midi s'intéressait plus à ces monuments, parce qu'il y avait des monuments d'ailleurs, que le reste de la Gaule. Et à nos séminaires, de Paul-Albert Février et de moi-même, nous avions nos étudiants provençaux, tous ceux qui participaient, et les bénévoles étaient très nombreux à l'époque, aussi bien en Provence que dans le Languedoc, et même au-delà jusqu'à la région rhodanienne. Et puis à partir d'un certain temps, on s'est frotté aux collègues de la Gaule intérieure, de la Gaule qu'ils appelaient, eux, tempérée, pour des raisons qui m'échappent toujours, parce qu'elle n'est pas si tempérée que ça. On s'est frotté aussi à des collègues de culture germanique, et on a noué des liens, notamment par quelques congrès relativement importants, avec des gens qui étaient encore de l'autre côté du rideau de fer. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas la même langue. Que véritablement, on était dans deux mondes qui paraissaient différents, mais dont il fallait se demander si ce n'était pas la tradition universitaire, la tradition de recherche
qui les avait rendus si opaques les uns aux autres. On faisait une histoire du Midi et on considérait que le reste, c'était tout à fait autre chose. Donc, qu'est-ce qui nous a en fait le plus étonné? Alors moi, je me rappelle très bien. Un de mes premiers étonnements, ça a été le terme âge du fer. Âge du fer. Alors pourquoi âge du fer? Quand on allait regarder un petit peu la littérature, le fer, il est apparu en Europe aux alentours du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'on fait commencer un âge du fer au 8e? Au 8e, qu'est-ce qui se passe? Ce sont essentiellement des armements au service d'une, je ne sais pas quoi, aristocratie, chefferie. Bon. Bref, ce sont essentiellement des armements, ce sont les épées, pour tout dire, qui se mettent, les premières, comme ça, à être fabriquées. Ce n'est pas un changement extravagant du point de vue de la civilisation. Pour que le fer vraiment importe dans l'agriculture et dans toutes sortes d'autres technologies, il faut attendre quoi? Le 4e, le 3e, peut-être avant Jésus-Christ. Donc le changement sociologique, il n'est pas là. Pourquoi aussi avoir distingué un premier âge du fer et un second âge du fer? Autant je comprenais qu'on distingue un premier empire avec Napoléon, et puis il y a la Restauration, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et un deuxième empire, autant qu'est-ce qui pouvait séparer le premier du deuxième? Et nous, qui réagissions dans des cadres totalement différents, on ne comprenait pas. Alors, on comprenait d'autant moins qu'en fréquentant spécialement nos collègues allemands, on voyait cette distinction curieuse entre un premier âge du fer qu'on pouvait identifier à Hallstatt, mais le Hallstatt débordait sur le second, et un deuxième qu'on appelait l'Athènes, dont on se demandait si on ne remontait pas plus haut. Et donc, moi, je me rappelle avoir fait un cours une fois qui m'avait valu quelques déboires dans une école doctorale ou l'équivalent, qui était, admettons que nous ayons, nous, pour l'époque moderne, deux sites. Alors, un grand site de nécropole, disons La Rochelle, au hasard, et un deuxième site, qui serait religieux ou autre chose, qui s'appellerait Strasbourg. On les fouille, on voit qu'il y a des stratifications, on distingue un La Rochelle 1, La Rochelle 2, La Rochelle 3, éventuellement La Rochelle 4, un Strasbourg 1, 2, 3, 4, ou ABC, ABCD, ABCD à côté. Et puis, on continue comme ça, c'est-à-dire qu'on a réuni un certain nombre d'objets qu'on a mis dans de grands tiroirs. Et le temps passant, on s'aperçoit que les tiroirs sont trop grands. Donc, dans Strasbourg 1, on va distinguer Strasbourg 1A, Strasbourg 1B, Strasbourg 1C, dans Strasbourg 2, etc., etc. Et puis, disons, la discipline évoluant, on va se dire, quand même, il y a des centaines de kilomètres entre l'un et l'autre. Est-ce que La Rochelle 3 ne correspondrait pas à Strasbourg 1? Et donc, on ouvre éventuellement de nouveaux tiroirs. Et c'est là qu'on a été un certain nombre à se dire, écoutez, il y a des trucs quand même qui ne vont pas. Autant c'est nécessaire de faire des classifications, c'est la base de toute science, mais autant si on en reste là, à quoi ça va nous servir? Moi, je veux bien voir encore dans des revues
une tombe du Hallstatt, je ne sais pas quoi, un C ou Médroit ou de l'Athènes des deux petits A, hein, trouvée à tel endroit. Bon, mais je me dis, ça fait quand même à peu près 130 ans qu'on a lancé le processus. Il faudrait peut-être qu'il débouche un petit peu sur autre chose. Donc, la vraie question, je crois qu'on a essayé de poser, mais on n'y est guère arrivé, hein, en tout cas pas totalement, c'est utilisons le contenu des cases. Utilisons le contenu des cases pour les faire parler, pour en faire quelque chose. Alors, en faire quoi ? Toute la question, c'est que d'un côté, l'Europe dite tempérée, on n'a pas de texte, sinon des textes assez extérieurs, et le Midi, on en a bien davantage. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'intégrer l'Europe tempérée dans notre manière à nous de fonctionner ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut intégrer l'histoire de ces Celtes, entre guillemets, dans l'histoire du monde ? La seule histoire du monde que l'on puisse utiliser, c'est celle qui laisse des textes. C'est celle qui correspond à des événements, et à des événements qui sont retraçables. Or, dès qu'on se lance dans ce genre de réflexion méthodologique, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a toutes sortes de résistances, qui sont des résistances, je dirais, un peu professionnelles. Hein, c'est mieux d'avoir des tiroirs dans lesquels on range des trucs que de s'interroger éventuellement sur ce que ça signifie. Et puis, bon, les tiroirs sont les tiroirs. Est-ce que depuis l'Atlantique jusqu'à Budapest, les tiroirs peuvent être les mêmes ? Non. Donc la tentation, c'est quand même aussi de multiplier les tiroirs, de multiplier ce qu'on n'appellera même pas des cultures, puisqu'on ne se pose pas tellement la question. Donc, la vraie question que nous nous posions, notamment Paul-Albert Février et moi, et bien d'autres, c'est celle-là. Et puis, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a eu aussi ces changements radicaux qui se sont produits dans le Midi. À savoir que notre histoire, qui était centrée sur l'hellénisme et sur la romanisation, en a pris plein de coups. Elle était fondée sur quoi ? Elle était fondée sur la prégnance de ces grandes civilisations méditerranéennes par rapport à de misérables civilisations autochtones. C'est un fait. Elle était fondée sur, comme je l'ai dit, des situations universitaires qui n'étaient pas véritablement innocentes. Elle était fondée, enfin, sur des certitudes, à savoir que le colonisé ne valait pas le colonisateur, et à savoir surtout sur une hypothèse historique dont des gens comme Michel Py, on l'a vu l'an dernier en parlant de Toulouse, et toute son équipe ont démontré la fausseté, à savoir qu'il n'y avait pas eu ce monde méditerranéen et ce monde qu'on appelait Ligure, etc., qui aurait été l'objet de migration ou d'invasion aux alentours de 300 avant Jésus-Christ par les Celtes, mais que la celtisation du Midi était infiniment plus ancienne. À l'heure actuelle, on dirait, je ne sais pas quoi, les alentours de 1300, 1200, 800. On a vu avec Daniel et Vitali qui vous a parlé de Gola Seca, etc. Donc, cette documentation-là, il faut la faire parler. Il faut la faire parler d'abord en termes historiques dans la mesure de nos faibles moyens. Mais il y a aussi une deuxième manière de la faire parler, c'est de porter sur elle
un regard que je dirais d'ordre anthropologique. Et là, je vais faire référence à quelqu'un qui s'appelle Henri Hubert, qui a vécu aux alentours des années 1900, enfin un petit peu plus et un petit peu moins, et qui est un personnage qui m'a toujours relativement fasciné, parce que c'est un des premiers qui, donc, au début du XIXe siècle, au moment où régnait ici même Camille Jullian, auquel j'ai toujours rendu hommage, le premier qui a suivi une voie entièrement différente, qui est la voie du comparatisme. C'était absolument révolutionnaire. Alors, Hubert était un homme qui était lié à Durkheim, le grand nom que vous connaissez bien, et je signale que Jullian a eu sa chaire au collège contre Durkheim, à une voix près. Tant mieux, ou tant pis, j'en sais rien. En tout cas, tout aurait changé, en bien en mal, je ne sais pas non plus. Donc Henri Hubert était lié à Durkheim, dont il était, je crois, le neveu même, ou quelque chose comme ça. Il a joué un rôle extrêmement important à la tête du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Il a occupé des postes hautes études et ça a été le premier, je crois, à unir des études qui mêlaient la linguistique, ce qu'on pouvait appeler l'ethnologie, la sociologie et ce que nous appelons aujourd'hui l'anthropologie. Et cet Hubert a eu le courage d'accepter d'écrire 2 livres dans une nouvelle collection que venait de lancer Henri Bert, le grand bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui lui était à la pointe de l'école sociologique, avec la complicité de gens comme Vidal de la Blache, qui était plus tout jeune, mais aussi comme Lucien Febvre, qui allait fonder l'école des Annales. Et de tout cela, de ces essais anthropologiques sont nés 2 livres qui étaient parfaitement novateurs pour l'époque et qui ne se sont attirés que de la commisération, pour ne pas dire de la détestation. Et ces livres ont plongé, ont sombré dans l'oubli académique pendant des années, voire des dizaines d'années. Alors, les choses, je pense, sont en train de changer ou ont changé, notamment grâce à ceux qui sont là, à côté de moi. Et pourquoi est-ce que ça a changé? Eh bien, je crois qu'on se rend compte que les cases, les tiroirs, ça doit vraiment servir à quelque chose, et que, faute d'avoir réfléchi sur la profondeur anthropologique que pouvaient avoir des pensées comme celle de Henri Hubert, on s'est laissé un petit peu berner par des découvertes spectaculaires interprétées, je dirais, trop facilement et à la va-vite, sans véritable cadre anthropologique. Alors, puisqu'on va parler aujourd'hui du premier âge du fer, enfin à peu près, aux alentours de 600, 500, 400, je crois que ce qui a fait beaucoup de mal, et Laurent Olivier, il y a 15 jours, vous l'avez dit, enfin beaucoup de mal, ça a été les interprétations trop rapides de ce qu'on a appelé les tombes princières et des principautés. À l'heure actuelle, enfin, on commence à se rendre compte que ce schéma-là est un schéma anthropologiquement insatisfaisant ou insuffisant. Il n'y a pas un prince comme ça ou une princesse qui reçoit des cadeaux extravagants
du fait de la position géoéconomique de sa principauté, qui reçoit donc des cadeaux extravagants de la Méditerranée, de l'Italie, de la Grèce, de l'Étrurie. Bon, c'est une explication qui est à trop courte vue, parce qu'à ce moment-là, elle n'expliquerait pas que des évolutions plus profondes se soient produites sur des territoires qui sont beaucoup plus distants les uns des autres. Donc, la principauté X, la tombe X, le tout somptueux et le tout dû à la Méditerranée, bon, c'est ce qui a fait la fortune, si j'ose dire, des découvertes de Vix. Et on a encore tout ça qui rôde, nous, dans notre tête. Bien sûr qu'il faut remettre ça en cause. Bien sûr qu'il y a derrière des terroirs. Bien sûr qu'il y a des hiérarchies sociales. Bien sûr qu'il faut aller voir les schémas anthropologiques et pas les classer simplement en 1, 2, 3, 4. On sait très bien, les travaux américains récents, qu'on peut distinguer au moins 9 classes entre le presque rien, la petite famille, et puis le système de l'Empire ou de l'État confédéral. Donc on a beaucoup réfléchi là-dessus. Et puis on s'est aperçu que, d'abord, l'influence méditerranéenne, elle pouvait aller beaucoup plus loin qu'on ne pensait, jusqu'à la Lunebourg, ce qu'on disait, et que inversement, comme je l'ai dit, les Celtes étaient depuis beaucoup plus tôt dans le Midi. Mais en réalité, c'est en termes certainement de terroir et d'organisation sociale qu'on apprend à réfléchir. Il n'y a plus aujourd'hui ce misérabilisme accordé au terroir et à son cœur. Je crois que ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de se rendre compte que les phénomènes d'urbanisation ont été sûrement beaucoup plus lourds qu'on ne pensait. Et il faut savoir à quoi c'est dû. On voit aussi à l'intérieur du système des chefferies ou des bigmen ou des seigneuries se distinguer, disons, des complexités qu'on ignorait. On donne des étendues autres au terroir. Donc tout ça, c'est quelque chose qui change à l'heure actuelle profondément, et pas seulement en France, mais y compris en Italie. Rappelez-vous ce que nous a dit Daniel et Vitali il n'y a pas longtemps. Donc je crois que se met en place peu à peu une vision qui a été douloureuse à accoucher ou à faire accoucher pour ces siècles 6e, 5e, peut-être début 4e. Or, je ne veux pas anticiper sur ce que nous allons dire dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est du Midi dont on s'occupera, mais dans 15 jours avec Mathieu Pou sur les affaires du 3e, 2e, 1er siècle. Mais ce que on va vous exposer aujourd'hui, je crois, va permettre aussi de modifier une vision qui, moi, m'avait toujours laissé complètement perplexe. À savoir, il y a ces seigneuries, comme on disait, ces principautés, et puis après, tout ça s'effondre. Tout ça s'effondre, il n'y a plus rien, il n'y a pratiquement plus rien. Comment expliquer ça? C'est pas possible, d'autant qu'en même temps, il y a les grandes migrations. Alors, soit vous dites qu'il y a un cataclysme, il y a des raz-de-marée, il y a du froid, enfin bon, des causes de ce genre que rien ne prouve. Mais vous n'imaginez pas des révolutions sociales à ce point. C'est dans l'histoire du monde peu connu, ou plutôt c'est une facilité que l'on se donne nous. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qu'Yves Ménez était venu nous montrer de pôles dans les Côtes d'Armor? Est-ce qu'il y a une espèce de ruralisation de ces établissements plus ou moins urbanisés? On sait très bien qu'il y a des échecs d'urbanisation, y compris à l'époque romaine. Et donc, on se fait les forteresses au milieu de son domaine rural. Là, ça commence à devenir plus cohérent, plus logique. Bref,
Nous reviendrons là-dessus, mais les prémices vont nous être données donc par Stéphane Verger, que j'avais eu le plaisir d'inviter ici, j'ai regardé sur mes fiches, il y a 22 ans. Il y a 22 ans, c'était un petit élève, si j'ose dire, de l'école normale supérieure. Et il était précisément venu nous parler de la même chose. des résidences princières. Alors, ça va être tout à fait amusant, stimulant, parce qu'il va sûrement nous le dire, de voir comment, en 20 ans, sa propre pensée a évolué, surtout avec les expériences qu'il a eues de par le monde, si j'ose dire, puisque ses fouilles ont été nombreuses, notamment en Italie. Il a repris les grandes fouilles dans la région de Bologne, il a fouillé avec Daniele Vitali, maintenant il est à Bologna, entre autres. Bon, et il suit de très près, depuis sa direction d'études à l'école pratique des hautes études, il suit de très près l'évolution de la recherche à cet égard. Quant au jeune docteur, qui est à ma droite et donc qui est catalan, lui aussi a fouillé, et il va nous parler, disons, d'un phénomène particulier qui est celui, des cavaliers, des cavaliers à peu près à la même époque, et de ce qu'ils peuvent représenter au plan socio, anthropo, archéologique. Alors, je leur donne à tous les deux la parole, ou plutôt, on va aller tous les deux écouter Stéphane, et puis vous reviendrez là tout à l'heure